Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! À l'occasion de notre dernière session de Masterclass, nous avons reçu 2 femmes inspirantes au micro de Devenir. Sylvia Masluch, senior vice-présidente talent et culture Europe du Nord chez Accor, et Jasmine Manet, directrice générale de Youth Forever, afin de parler de leadership et de nouveaux modes de management. 2 générations, 2 visions du leadership se rejoignant sur certains points et se complétant sur d'autres. En quelques mots pour résumer cet épisode, il est essentiel de créer de la co-responsabilité entre les générations et de recréer un récit du travail collectif. De nombreuses actions sont mises en place pour intégrer les jeunes générations, notamment au sein des grands groupes. Cependant, un travail certain reste à faire pour accompagner les organisations dans leurs engagements à l'égard de la jeunesse. Ce sont les sujets que nous avons abordés avec ces 2 femmes leaders. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à tous. Pierre, peut-être je te prie d'accueillir nos amis. Bienvenue dans notre 31e session des Leaders Masterclass. Merci à Steelcase d'être notre hôte à nouveau. 31e session sur le leadership. Nous avons eu une session sur le leadership il y a 5 ou 6 ans qui était centrée sur l'entreprise, l'évolution du leadership dans l'entreprise. Aujourd'hui, le problème se pose de façon tout à fait différente, se pose réellement au plan mondial, leadership politique, leadership économique, leadership social, et nous avons pensé qu'il était temps de mettre le sujet sur la table et nous avons choisi les meilleurs experts pour nous en parler que Mirabel va nous présenter. Bonjour Sylvia, je peux vous appeler par votre prénom ? Oui, merci. Bonjour Yasmine. Bonjour. Merci d'avoir accepté toutes les deux de venir partager votre vision du leadership. Mais avant de commencer, je vais vous proposer de vous présenter de manière très succincte l'une et l'autre, et ensuite on va rentrer dans le cœur du sujet. Sylvia. Donc, bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Sylvia Masluch, je suis d'abord polonaise, donc excusez-moi les erreurs du français. Je travaille chez Accor, le groupe hôtelier que vous connaissez peut-être, et je travaille là-bas depuis 7 ans et demi. J'ai été d'abord responsable de l'Europe de l'Est, toutes les marques de Accor, après l'Europe du Nord, toutes les marques de Accor, et depuis 1 an, j'ai le plaisir, l'honneur d'être la DRH mondiale de 2 marques de luxe, Sofitel, M Gallery, et aussi bientôt on va ouvrir la marque Emblems. Félicitations pour cette promotion. Merci. Yes. Bonjour, Jasmine Manet, j'ai 27 ans. Je le précise parce que c'est en lien avec mon activité puisque j'étudie les jeunes générations dans leur rapport au travail particulièrement. Donc, je suis la directrice générale de Youth Forever, qui est une association née en 2021, en plein Covid, pour mobiliser un écosystème d'employeurs vis-à-vis de la jeunesse, à un moment de détresse financière, scolaire, psychologique, amplifiée par la crise. Et depuis, on a dézoomé un petit peu du sujet Covid pour adresser collectivement comment prendre soin, comment mettre en capacité et comment passer le relais à la relève et surtout en intergénérationnel dans le monde du travail pour adresser les transitions, notamment environnementales. Merci Yasmine. Alors on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet, leadership. Alors c'est un mot anglophone, peut-être que tu vas me corriger en me disant non, on va trouver l'équivalent en français, mais peut-être pour comment définir ce terme, ce concept à la fois barbare, mais personne ne sait vraiment quoi mettre dedans. Peut-être je vais commencer par vous, Sylvia, qu'est-ce que vous pensez, comment vous définirez ce terme de leadership ? Je pense que il y a beaucoup de définitions de leadership parce que chacun comprend ça par
définit ça par d'autres mots et comprend ça autrement. Pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui n'est pas si tangible et si évident que le management, que la gestion. Pour moi, le leadership, c'est une combinaison de différents éléments. Le premier élément, c'est quand même la vision. À mon avis, il faut quand même fédérer les collaborateurs, parce que je parle de leadership au sein d'une entreprise. Il faut quand même avoir une vision et fédérer les talents autour de la vision. Parce que après, si on est fédéré autour d'une vision, après, le leadership, c'est de s'assurer à ce que les collaborateurs, les talents, fassent le mieux ce qu'ils peuvent, les accompagner dans leur développement et voilà, dans leur travail. Donc, le leadership, c'est l'écoute, l'accompagnement, l'empathie. Voilà, et c'est tout à fait différent de la gestion, pour moi, au moins. Yasmine, fédérer autour de soi, par l'écoute, par la confiance, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à cette définition que Sylvia vient de nous proposer? J'ai fait l'exercice en amont d'aller lire quelques études sur la vision du leader, notamment des plus jeunes. Donc en l'occurrence, moi je parle souvent de génération Z, ceux qui sont nés entre 1995-97 en fonction des définitions et 2010. Et en l'occurrence, ce qui est particulièrement troublant, c'est que de grandes figures de leaders avec différents profils, en effet, soit très emblématiques à la Thatcher ou De Gaulle, ou ensuite plus comme des Emmanuel Faber, des Christine Lagarde, des leaders, des visionnaires très emblématiques. Aujourd'hui, chez les plus jeunes, les figures qui ressortent le plus sont beaucoup moins de la sphère politique ou entrepreneuriale, mais beaucoup plus de la sphère de presque intime, familiale. Quand on pose la question qui sont les personnes qui vous inspirent, c'est quasiment systématiquement des parents, des oncles et tantes, voire des professeurs ou des collègues quand on est en début de vie active. Mais il y a une sorte de recentrage sur ce qui est palpable, ce qui est concret, et du grand patron, on passe au petit entrepreneur, presque sans critiquer le mot petit, hein, mais à une échelle beaucoup plus locale. Et je pense que je me reconnais pas mal dans cette vision-là. Ce que j'admire, c'est souvent ce que j'ai rencontré d'une façon ou d'une autre, et que j'arrive à me projeter. Il y a cette question le leader permet de nous projeter, ça c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de renversement de la bascule, où on a besoin nous-mêmes de se projeter dans cette personnalité. Et notamment, pour moi, un leader inspirant, ça va probablement être plutôt une femme qu'un homme, dans cette notion de projection, parce que je me dis, on a peut-être des parcours qui vont se ressembler. Mais après, je rejoins complètement Sylvia sur l'importance un leader, c'est quelqu'un qui permet aux équipes d'advenir, presque aux personnes autour, d'embarquer dans une vision, mais presque de laisser faire pour accomplir mieux que seul et mieux que cette personne-là, la mission qu'on leur a donnée. Yasmine, tu es devenue pour une génération, tu as 27 ans, tu l'as dit tout à l'heure, un leader malgré toi, à la sortie du confinement. Comment tu expliques ce passage de l'ombre à la lumière, parce que tu n'étais peut-être pas connue du grand public. Moi, j'ai eu la chance de te croiser, parce que tu étais à l'école à Henri IV. Je te croisais à Henri IV, mais je n'ai jamais imaginé que tu puisses prendre les devants pour devenir... Comment s'est fait ce basculement? Déjà, je serais très prudente sur cette notion de porte-parole. Et je pense que je le suis aux yeux plutôt des générations au pouvoir aujourd'hui, mais beaucoup moins pour les plus jeunes. J'ai animé pendant 2 ans étudiante et après mes études un podcast. Donc je suis très heureuse de retrouver ce format ici. Un podcast qui s'appelle Vocation. Et l'idée, c'était de projeter dans la vie active des étudiants, des jeunes actifs, à un moment critique, puisque je l'ai lancé en début 2020, mais sans calculer le début de la pandémie. Et donc, il y a eu un écho sur la place du travail, sur quel travail, sur comment on travaille, sur pourquoi on travaille, qui a eu un écho bien plus large que ce que j'avais anticipé.
Et donc, par ce format audio, par ce format long, là, ma voix a pris une place que je n'ai pas souhaitée. Après, je produisais un podcast, donc quelque part, je l'ai peut-être voulu. Et depuis la création du Forever il y a 2 ans, je suis invitée à prendre la parole de plus en plus sur des podcasts, mais aussi dans des grands événements de dirigeants comme les rencontres économiques d'Aix, les entretiens de Valpré la semaine dernière, etc. Et d'incarner presque cette jeune génération. Pourtant, je ne suis absolument pas représentative de ma génération. Tu parlais d'Henri IV, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à HEC, j'ai jamais eu de problème dans la vie, je suis très chanceuse, mes parents ont tout fait pour. Mais j'aurais pas la prétention de dire que je représente ma génération et je le précise systématiquement. Néanmoins, je l'étudie, donc plutôt avec un regard d'expert. Je la rencontre, je l'écoute et c'est plutôt d'autres formats de leaders, d'autres voix que j'ai envie de faire entendre particulièrement. Avant de revenir vers Sylvia, Pierre a envie d'intervenir. Oui. Est-ce que l'évolution dans les modes de communication, le rôle pris par les réseaux sociaux ne change pas justement la nature même du leadership? Complètement. Et c'est le paradoxe avec ce que je disais tout à l'heure sur le besoin de proches ou de concrets, de figures dans lesquelles on s'identifie. Et paradoxalement, les réseaux sociaux le permettent aussi. Et qu'un ou une influenceuse, il y en a des très connus qui ont des bases de followers, comme on dit, ou qui sont des leaders pour beaucoup de jeunes, particulièrement sur les réseaux sociaux, mais on pourrait élargir. Parce qu'il y a cette notion de proximité et que quand un ou une influenceur nous parle, on a l'impression qu'il nous parle à moi, à nous. Et ça crée justement, ça rapproche des figures qui sont inatteignables et donc ça permet de créer cette proximité par les réseaux sociaux qui est peut-être fictive, comme elle l'était auparavant. Donc je pense que complètement, ça change les modèles qu'on a autour de nous, ça multiplie les possibles et ça permet de trouver en fait sa caisse de résonance et du coup des leaders inspirants. Mais alors j'ai une question pour vous, Oui. qui est qu'un patron comme Sébastien Bazin peut faire vis-à-vis de cette évolution? Oui. Alors, c'est assez intéressant parce que Sébastien Bazin, il n'est pas du tout présent dans les réseaux sociaux. Il n'a même pas d'ordinateur lui-même. Il utilise que son téléphone et de temps en temps, 2 fois par semaine, il utilise son iPad. Mais sinon, il n'est pas du tout présent. Il dit toujours qu'il préfère des contacts face à face, présentiels, être à côté de quelqu'un de vrai, disons. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il est connu, il est reconnu, etc. Il a quand même des opinions qui sont très intéressantes, très inspirantes pour tout le monde, aussi pour les jeunes. Il les écoute beaucoup. Néanmoins, c'est pas les réseaux sociaux qu'il utilise pour communiquer. Donc, il est très présent, lui-même face à face, mais pas dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que c'est possible aussi, toujours. De vivre, d'inspirer les gens, d'être leader dans dans le réel, dans le monde analogue. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, ça va un peu en travers, disons, de ce qu'on vient de dire. Néanmoins, bien sûr, ça, c'est une exception. Parce que dans la majorité de cas, effectivement, il y a surtout les leaders qui communiquent par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Mais pour revenir, Sylvia, à votre expérience personnelle, vous êtes une leader inspirante. Vous avez commencé votre parcours au sein de votre groupe, d'abord en Europe de l'Est, ensuite au nord de l'Europe, et maintenant vous coiffez complètement le groupe au niveau monde en tant que DRH. Comment avez-vous trouvé votre place? Comment vous arrivez à inspirer vos équipes? C'est pas si simple que ça, parce que Accor, c'est aussi un groupe français, je pense, sauf si ça a changé entre-temps. Comment arrivez-vous à gérer?
Alors, je pense que j'ai eu de la chance, bien sûr. Après, j'ai travaillé très dur. Aussi, je dois dire que je suis passionnée par mon travail. Hein. Vraiment, j'adore les ressources humaines. Moi, c'est tout simplement ma passion. Donc ça déjà, j'ai de la chance. Voilà. Et j'avais pas commencé tout de suite dans les ressources humaines. J'ai fait quand même plusieurs années dans d'autres domaines. Donc seulement à l'âge à peu près de 30 ans, je me suis retrouvée dans les ressources humaines. Donc j'ai eu de la chance d'avoir retrouvé, voilà, ma passion. Et puis, je dois dire que le groupe Accor, depuis plusieurs années, s'est bien ouvert à des générations différentes. Je dis, par exemple, en ce qui concerne les jeunes, il y a déjà plusieurs années, Accor avait lancé un Shadow Committee. Ça veut dire qu'il y avait un groupe de jeunes avec du potentiel. Des jeunes, ça veut dire moins de 35 ans, si je me rappelle bien. C'était moins de 35 ans, qui suivaient exactement le même agenda que le COMEX de Accor pour justement apporter de l'opinion des jeunes, des avis des jeunes, des idées des jeunes, etc. Et aussi la diversité est un sujet quand même très important pour Accor. Diversité aussi, pas seulement en femmes et âge, mais aussi diversité en ce qui concerne les nationalités. Toute diversité d'ailleurs. Donc voilà, j'ai eu, je pense, de la chance. J'apprends tous les jours et c'est ça aussi qui me passionne, qui me donne beaucoup d'énergie parce que j'apprends. Je ne suis pas encore au bout de ma carrière. Je n'ai que 47 ans, donc je me considère toujours jeune, et même si j'ai des fils déjà qui commencent à travailler, qui sont dans la génération Z. Mais voilà, je pense que le plaisir, c'est parce que j'apprends tous les jours. Accor ne me permet pas de m'asseoir et voilà et seulement me dire bon voilà je suis au sommet de ma carrière. Non, on apprend tous les jours. C'est vrai qu'on a reçu Sébastien Bazin il y a quelques années pour évoquer cette question de jeunes au cœur des conseils. Donc d'autres leaders nous ont dit ça sert à rien. Les jeunes, on les intègre juste pour faire le côté un peu gadget, mais en gros on ne les écoute pas. Et je me tourne vers Yasmine qui m'a dit lorsqu'on préparait cette masterclass, oui, mais on nous intègre, ça fait bien, mais en définitive, notre voix n'arrive pas à monter très haut. Je reviens vers toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'ai une réponse à 2 niveaux. Déjà, merci pour le partage. Nous, on a voulu étudier ces dynamiques de jeunesse et de pouvoir et comment les faire se côtoyer ou comment apprendre l'exercice du pouvoir. Et forcément, le Shadow Comex d'Accor a été notre premier champ d'investigation. Donc, on avait rencontré, je crois que c'est Arantxa Balson qui l'a mis en place. Parce que, étonnamment, sans vouloir être provocatrice, étonnamment, quand on parle de shadowboard, dans le jargon corporate, tout de suite, on nous parle d'Accor et de l'échec cuisant d'Accor. Après, une fois qu'on creuse, c'est un mythe urbain. Parce qu'il n'existe plus, on pense qu'il n'a pas fonctionné. Pourtant, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et peut-être que la vocation de ces dispositifs, c'est justement de ne plus exister après avoir rempli leur mission. Donc on a eu, c'est plus une invitation que j'ai envie de faire, on a fait une étude qui fait plus de 50 pages en libre service sur notre site, qui étudie ces dynamiques jeunesse et pouvoir et qui a étudié les ingrédients clés pour associer sans bullshit ou sans fausses promesses, d'associer, d'impliquer, parce que c'est lourd financièrement, c'est lourd en ressources humaines, c'est lourd en investissement des jeunes, mais aussi des parties prenantes associées, des directions, des ressources humaines. Et je pense que c'est des dispositifs qui ont toute leur place dans le contexte actuel pour accélérer les montées en puissance, pour avoir des regards croisés, pour bousculer et presque représenter le groupe dans toute sa diversité à l'échelle du pouvoir, sans qu'on remplace les membres du COMEX. Donc c'est plus une invitation, c'est un sujet que j'adore, et donc au plaisir de les creuser. Un autre dispositif que j'aime beaucoup, moi, c'est le programme CEO for One Month de ADECO,
qui a été ensuite répliqué dans différentes organisations, qui consiste avec un processus de recrutement externe très exigeant. Et d'ailleurs, moi, je connais beaucoup de jeunes qui le font que pour le processus de recrutement parce qu'en tant que tel, c'est un apprentissage, c'est une expérience. Et une personne est recrutée pour s'associer en binôme avec le dirigeant, le CEO, et c'est fait à l'échelle internationale pour 1 mois. Et donc, c'est un autre que j'aime beaucoup. Et pour répondre à ta question sur cette place de plus en plus qu'on nous donne, je dis souvent qu'il ne suffit pas de se faire entendre, mais d'être entendu. Et que... en fonction de ses interlocuteurs, c'est pas une question d'âge, il faut être dans la bonne posture pour que ces messages soient écoutés et puis créer un dialogue constructif. Et on s'enferme souvent dans des préjugés les uns contre les autres, des postures, beaucoup d'exemples dans l'actualité des jeunes qui prennent la parole contre certaines entreprises particulièrement. Et c'est bien, il en faut, mais il en faut aussi qu'ils vont réussir à créer ce dialogue, créer cette rencontre. Néanmoins, moi, je l'ai vécu nombreuses fois. Il y a souvent une invitation à être présent et derrière, c'est incohérent. Parce qu'on nous dit qu'on aura, par exemple, sans le citer, un gros événement où j'ai été invitée. On était 4 jeunes sur scène avec une personnalité. On devait avoir 40 minutes. Donc 10 minutes chacun pour porter la parole justement d'une démarche qui était derrière, c'était 36 000 jeunes qui avaient participé. Et puis de 40 minutes, la veille, on nous a dit qu'on passait à 2 minutes chacun et on nous a coupé la parole tout le long. C'est pas grave, déjà c'était extraordinaire d'être présent sur place. Néanmoins, l'effet d'annonce, et puis tout le monde le savait, c'était pas que pour moi, moi à la limite j'étais là, c'était super. Il y a eu une frustration du flanc qui tombe, du soufflet qui tombe, qui crée en fait un décalage entre la promesse, l'invitation à être présent. Soit on a l'impression de ne pas être écouté, donc ça c'est un premier sujet, soit tout de suite on nous tire le tapis sous le pied. Et ça c'est dommage parce que ça détruit toute la démarche, alors que l'intention était louable au démarrage. Et donc c'est plutôt il faut être prudent, mais c'est une invitation à l'ensemble des interlocuteurs. Moi je parle des jeunes et des moins jeunes parce que c'est mon sujet de travail, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. Quand on est dans cette démarche, déjà bien la penser, être humble dans l'approche, quitte à être plus ambitieux par la suite pour éviter ces fausses promesses et ces effets d'annonce. Pour l'avoir vécu, pour moi ça décrédibilise les leaders en question et après c'est presque un non-retour. Oui, Pierre. Alors j'ai une question pour chacune de vous deux. Le monde rentre dans la silver economy, c'est-à-dire l'âge moyen augmente. Vos entreprises, sauf les startups, vos entreprises, le cœur de votre personnel, c'est des gens qui ont entre 40 et 55 ans. Pourquoi est-ce que c'est si important d'écouter et d'intégrer des jeunes ? Oui. Je dois juste dire que dans l'hospitalité, dans l'hôtellerie, je veux dire, on a quand même beaucoup de jeunes dans nos hôtels. On accueille beaucoup de jeunes, bien sûr, pour les positions, disons, d'entrée. Mais il est vrai qu'après, on accompagne ces personnes-là jusqu'à ce qu'ils veulent. Ça peut être aussi jusqu'à l'âge de 40-50 ans. Ou bien on recrute, maintenant on est beaucoup plus ouvert à recruter aussi les personnes qui ont 40, même 50 ans, oui. Parce que c'est lié aussi au fait que le chômage est très très bas, etc. Donc nous, du coup, on s'ouvre à absolument toutes les générations. Donc ça, c'est juste la première chose. Je pense que on a suffisamment déjà d'exemples pour voir que recruter les jeunes, vraiment comprendre les jeunes, ça peut nous apporter énormément. Je vous donne un exemple précis, disons personnel. Je ne suis pas très douée pour ce qui concerne digital. Dernièrement, on avait organisé une convention de tous les directeurs d'hôtels du monde entier pour les 2 marques Sofitel et Gallery à Dubaï. Et je voulais
préparer ma présentation et quand même impressionner les GM parce que c'est la première fois qu'on les rencontre, ils viennent du monde entier. Donc, je voulais être sûre à ce que ça soit quand même correct. Et la personne qui m'a aidée le plus sur ce qui concerne la forme, c'était quelqu'un dans mon équipe qui a 23 ans et qui a tout de suite dit « Sylvia, je peux te monter une vidéo. Sylvia, je peux facilement coordonner à ce que tu fasses une vidéo avec artificial intelligence, l'intelligence artificielle mais générative. Donc du coup, à la convention, j'avais une vidéo où je parlais en chinois, en arabe, etc. Et pour elle, c'est tellement naturel, etc. Du coup, je dois dire que ma présentation était une des meilleures, mais pas à cause de moi, à cause des outils que j'ai pu utiliser pour montrer justement je comprends. C'est pas moi, c'est mon équipe, mais pour qu'ils voient que je reste, disons, à jour sur tout ce qui se passe. Et pour moi, nous, disons, les générations plus que Z, donc X, Y, etc., on ne peut pas se fâcher avec la réalité. La réalité de Artificial Intelligence, la réalité des jeunes qui ne veulent pas travailler comme nous, par exemple. Je ne veux pas parler que de digital, je veux parler aussi de tout ce qui se passe dans la tête des jeunes qui nous regardent et qui nous disent on ne veut pas travailler comme vous. Encore un exemple, et je me tais, je promets, je me rappelle très très bien mon fils, quand il passait son bac il y a quelques années, il apprenait pas beaucoup, il étudiait pas beaucoup, donc je lui dis mais non Jules, il faut que tu étudies, etc. Et il me regarde et il me dit pourquoi faire? Pour travailler 11 heures comme toi après? Vous voyez? Et j'étais stupéfaite, je me suis dit oh là là, mais c'est vrai. Donc il faut écouter les jeunes parce qu'ils voient beaucoup de choses. Vraiment, ils peuvent nous apporter énormément des choses que nous, on ne voit plus. Parce qu'on est tellement là-dedans et on ne voit plus. Nous, on travaille, Pierre, Laura et moi, et Nolwenn, on est 4 générations. Et je suis comme, je peux te tutoyer comme toi, je suis nulle en digital. Déjà, mon mentor, c'est Laura. Je ne peux rien faire digitalement s'il n'a pas validé. Pareil pour Pierre. Dès qu'on a quelque chose à faire, on l'appelle pour valider nos interventions parce que c'est comme ça qu'on travaille avec les leaders masterclass. Donc, je te comprends tout à fait, mais Yasmine, qui est plus agile sur le digital, va nous regarder en disant « mais c'est des préhistoriques, peut-être ». Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Sylvia sur ces problèmes? Yasmine, 70% des salariés de l'entreprise ont quand même plus de 30 ans. Bien sûr. Après, c'est une question de temps qui passe. Et si on parle de génération, dans 5 ans, il y aura beaucoup plus de Z dans le monde du travail. C'est mathématique. Et moi, je suis comme vous, je suis nulle. Je regarde Clara qui est dans mon équipe qui pourrait dire que j'ai aucun talent du beau et du digital. Mais sans blague, pourquoi cette question est importante? Nous, notre mission, l'association, c'est de poser cette question, en fait. C'est qui va prendre la relève de nos organisations politiques et notamment corporate. Pourquoi cette question? Parce que dans un rapport au travail, mais intergénérationnel, entendons-nous, qui plus distancé, plus ponctuel, au sens de plus en plus de rotation, dans un état psychologique et physique qui se dégrade, et puis dans des aléas de vie, notamment prendre soin de nos aînés, où 1 Français sur 4, je crois, en 2030 sera aidant. Ça va avoir des impacts sur le temps qu'on peut passer au travail. Forcément, on parle même de génération sandwich, de ceux qui sont à la fois à charge d'un parent et d'un enfant. C'est pas une question d'âge, c'est une question de moment de vie. Donc forcément, la transition démographique qu'on vit en France, nous, c'est un de nos sujets cœur. Je suis jury chez Domus Vie, par exemple, sur un prix pour l'intergénérationnel. On intervient auprès d'EHPAD et directrices d'institutions pour parler de cette notion d'intergénérationnel. Enfin, j'ai vraiment à cœur qu'on ne s'enferme pas dans un jeunisme mal placé
parce que les chiffres sont là. Je crois en France, j'ai cherché les chiffres, c'est 2 fois plus de personnes de plus de 60 ans aujourd'hui que de 18-29 ans. Donc mathématiquement, on est moins nombreux. Néanmoins, avec le passage à la retraite et le vieillissement, il y a moins aussi de matière de force ouvrière pour prendre la relève. Je lisais en Allemagne, la retraite des baby boomers, en l'occurrence, laissera jusqu'à 7 millions de postes à pourvoir d'ici 2035, c'est demain. Et donc, dans cette équation, avec des moments de vie et des parcours de moins en moins linéaires, il va falloir créer les conditions d'un moyen terme au travail qui est indispensable pour derrière adresser des sujets où il faut une petite temporalité, notamment la transition environnementale. Et donc trouver cet équilibre de faire ensemble, mais aussi faire aujourd'hui et pas d'attendre que les jeunes, entre guillemets, soient à des postes de responsabilité ou qu'ils aient envie ou soient capables de le faire. Donc c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, mais j'y dédie mon activité, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Trouver un équilibre entre vie pro et vie personnelle, je pense que chez Accor, vous arrivez pour attirer les jeunes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les attirer ? Parce que si tu ne retrouves pas, tu parlais de ton fils qui te dit qu'il avait envie de travailler plus de 11 heures. Donc si tu avais envie d'attirer des Clara dans ta team ou Pierre-Henri, qu'est-ce que tu vas lui proposer pour qu'il vienne travailler chez toi, chez Accor ? Disons que ça dépend aussi si on parle de l'hôtel ou si on parle de bureau. Parce qu'à l'hôtel, quand même, c'est un peu plus facile au sens qu'il y a quand même des heures bien précises et vous commencez à une heure précise, vous terminez à une heure précise. Et même si il faut travailler 7 jours sur 7 aussi, les week-ends aussi, les fêtes nationales, etc. C'est quand même beaucoup plus réglé. On peut savoir à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, même si, bon, parfois il y a des urgences, mais quand même. Au bureau, il est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Néanmoins, je veux souligner aussi une chose, que ça change beaucoup parce qu'on a donné, grâce, je dirais, à la pandémie, et moi je suis beaucoup en faveur de mode de travail hybride. Ça veut dire qu'il y a quelques jours au bureau, mais il y a aussi quelques jours dans la semaine à la maison. Et ça permet aux gens, en général, pas seulement aux jeunes, de régler leur temps un peu comme ils veulent. C'est-à-dire, on attend toujours les résultats, on attend toujours une certaine disponibilité dans les heures de travail, mais quand même, ils peuvent, pendant la journée, rester à la maison d'abord, ne pas perdre le temps dans les transports en commun, etc., etc. J'espère que cette solution-là va rester avec nous. Pourquoi je dis j'espère ? Parce que j'entends qu'aux États-Unis déjà, beaucoup d'entreprises, ils disent aux gens de revenir dans les bureaux 5 jours sur 7. Pareil, 5 jours sur 7, oui, voilà. Et pareil, à Dubaï, par exemple, pareil, beaucoup d'entreprises déjà veulent retourner aux 5 jours de la semaine de travail. Donc moi, j'espère, je croise les doigts, à ce qu'en Europe, on puisse quand même maintenir ce rythme. À mon avis, c'est très favorable. Et même si je ne suis pas pour le travail 5 jours par semaine remote, à distance, non. Je pense que ça ne marche pas. Mais hybride, oui. Pierre, tu voulais intervenir ? Comment est-ce que vous réagissez à la fois sur la question du recrutement des jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans vos entreprises et comment est-ce que vous gérez exactement le problème que Louisa vient de définir, c'est-à-dire le balance entre télétravail et retour au bureau. Alors moi, dans mon équipe, j'ai une agence de communication et d'événementiel. J'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe, le plus vieux a 26 ans. Alors, tous ces jeunes arrivent et c'est vrai que... moi, j'ai pas trop de soucis dans mon secteur d'activité de recrutement, dans le sens où ça a été vraiment... Tout le monde a fait ça, tout le monde est parti dans la com, dans l'événementiel, tout le monde veut faire ça. En revanche, il est vrai que je trouve... que la formation s'est un peu dégradée, je ne sais pas si c'est justement à cause du nombre de personnes, des jeunes qui arrivent, et c'est vrai qu'ils arrivent avec des problématiques, mais
Alors, on parle des parents, je pense que c'est vrai, ça aussi, il va falloir s'occuper des parents et pour certains, ça commence déjà, donc on le sent. Après, bien sûr, ils vont être jeunes parents, donc il faudra trouver des solutions. Et moi, dans l'entreprise, je les laisse assez facilement travailler de chez eux dès qu'ils ont un besoin. On a cette faculté-là aussi dans notre métier de pouvoir le faire. On peut pas le faire dans tous les métiers, mais dans le nôtre, on peut. Donc, ça pose pas beaucoup de soucis. En revanche, les parents travaillent aussi, s'occupent moins de leurs enfants, parce que ça reste quand même, quand ils arrivent entre 20 et 25 ans, pour moi, c'est encore un peu des enfants. Je suis une maman de 47 ans aussi, et je suis très maternante. Et je vois qu'ils ont beaucoup de stress et de pression, notamment financière, pour s'en sortir, parce qu'ils essayent d'acquérir de l'indépendance. Et c'est compliqué parce que les salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'on leur a dit aussi, ou de ce qu'ils peuvent prétendre aujourd'hui avec la montée des loyers, des charges, etc. Donc ça fait vraiment une pression dans l'entreprise, je sens. Et ils ont tous envie de prendre leur indépendance, leur appartement, ce qui est normal, comme nous on a fait. Et là, ils ont en plus besoin d'un accompagnement. Donc on fait pas que de l'accompagnement professionnel parce qu'ils sortent de l'école ou sont en apprentissage. Donc on les forme, ce qui demande beaucoup d'énergie, mais aussi on s'occupe de toute cette partie-là, l'ouverture d'un compteur EDF, enfin j'ai de tout. Alors nous on est une petite équipe et puis comme je vous disais, je suis maternante, je peux le faire, mais je pense qu'il y a quand même des dimensions à prendre au niveau social de tous ces jeunes qui arrivent. Yasmine, Merci. tu voulais réagir? Je pense que c'est un point qui est primordial dans la compréhension du pacte, entre guillemets, qu'on propose ou qu'on tisse avec ses salariés, notamment ses jeunes salariés. La différence qui commence à être visible entre ce que j'appelle la génération Y et la génération Z, donc les plus de 28 ans et les moins de 28 ans, c'est que d'un rapport qui était très dans l'équilibre de vie, avec vie pro, vie perso, on met des limites, on se préserve, je crée je crée les conditions pour que l'un et l'autre soient le meilleur possible et que j'ai de l'ambition dans ma vie active, mais je suis là pour mes enfants, etc. J'ai l'impression que maintenant, il y a une porosité intrinsèque entre le travail et la vie. Et d'ailleurs, les exigences aujourd'hui que les jeunes ont au travail sont souvent alignées avec celles qu'ils ont dans la vie. Et c'est la vie tout court, presque. Et il n'y a plus du tout cette notion d'équilibre. Je suis sûre que vous le voyez au quotidien, au bureau, ça me dérange. Enfin, quel est le problème d'utiliser mon téléphone pour parler à mes amis en pleine journée ? Quel est le problème d'aller à 16h voir ma psy parce que en fait j'en ai besoin et ça fait partie de mon état, enfin mon humanité. Et cette porosité, cette fluidité qui peut être une opportunité aussi, d'avoir cette aisance qui va poser sujet aussi pour mettre des limites et prendre soin de soi, parce que le problème c'est qu'après il n'y a plus de limites. Mais du coup ce point je le trouve très intéressant et très important dans cette oui, c'est la vie tout court en fait, et les exigences qu'on a dans la vie se retrouvent au travail particulièrement, notamment en termes d'accompagnement, d'apprentissage, d'écoute. Et sur la question du télétravail notamment, rappelons que c'est que 40%, et voire un peu moins en France aujourd'hui, des emplois qui peuvent être télétravaillés. Néanmoins, il y a besoin de cette hybridité et surtout, c'est plus la notion de flexibilité qui est à l'ordre du jour que de mettre des règles et des carcans. Et dès qu'il y a une règle, de toute façon, c'est souvent problématique. Et du coup, comment co-construire ? Je pense qu'il y a besoin de recréer de la responsabilité, de la co-responsabilité notamment des jeunes sur ces règles-là qui sont mises en place. Quand elles sont imposées et non expliquées, c'est catastrophique. Et moi, le risque que je vois on me dit souvent quelles sont les attentes des jeunes, dites-nous, on va les appliquer, etc. En fait, c'est un piège, c'est un grand, grand piège. Parce que ça devient des caprices, en fait, toutes les générations, dans leurs attentes au travail, dans les conditions qu'ils exigent. Et on sera jamais capable, l'employeur sera jamais capable d'y répondre. À la fois créer de l'autonomie, faire venir les gens au bureau, créer du lien, faire progresser, apprendre, permettre de s'occuper de ses parents, de ses enfants, etc. En fait, c'est illisible. Et donc l'entreprise doit poser des partis pris, doit créer cette culture, mais l'expliquer, toujours voir la co-construire.
Et tomber dans le piège des attentes, ça va détruire le collectif et ça détruira une notion de temps long au travail. Et c'est ça qui, pour moi, tout l'enjeu vis-à-vis de la jeune génération. Je produis une étude sur les contrats de travail en ce moment, sur cette réflexion. Tout l'enjeu, il va être de recréer ce récit, et c'est un récit du travail collectif, dans notamment la négociation de ses avantages, de ses conditions, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus et qu'on demande à n'importe quel jeune de nous raconter des avancées sociales au travail, à part la réforme des retraites dans la rue, c'est pas glorieux, quoi. Donc il faut recréer ce récit du travail collectif, cet engagement du moyen terme. Moi, ça me fait peur, honnêtement, hein, quand j'étudie ce nouveau rapport au travail, qui est intergénérationnel, mais puisque c'est les jeunes qui travailleront demain, l'équation, comme voilà. En termes de management, comment tu fais? Parce que tu es confronté quand même à une nouvelle réalité qui n'existait pas il y a 2-3 ans. Comment tu arrives, malgré tout, en tant que leader, à inspirer, à manager tes équipes dans les conditions que vient de décrire Yasmine, qui me font un peu, je me dis, oula, où va-t-on? Si je peux juste ajouter un micro-élément, je vous partage cette citation d'Hésiode en 720 avant Jésus-Christ, qui disait « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » Juste pour décomplexer avant d'entrer dans le sujet, c'est pas depuis 2-3 ans qu'on critique les jeunes, vous êtes tous passés par là. Donc sortons de ce cliché, de cette fracture intergénérationnelle. C'est faux, les jeunes veulent travailler, souvent au-delà de veulent, doivent travailler. On parlait de problématiques financières, c'est évident. Donc je ferme cette parenthèse et je te laisse répondre. Moi j'ai de la chance parce que j'ai des enfants dans les âges dont on parle, donc je les observe, je parle avec eux, je parle avec leurs amis, etc. Donc je vois moi-même, disons au quotidien à la maison, leurs besoins, comment ils fonctionnent, etc. Donc je pense que par ça et aussi par le fait que j'ai eu une éducation de psychologue, donc quand même peut-être je vois ou je comprends un peu plus. Mais il est vrai que j'ai des collègues qui sont des managers, disons, de niveau un peu plus haut et qui ont du mal. Et qui ont du mal parce que nous, on a grandi, disons, dans les années 80-90 et on avait un type de management, un type de leadership tout à fait différent et on ne parlait pas d'émotion. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que pour beaucoup de gens, je ne veux pas dire pour beaucoup de jeunes, parce que, bon, pour beaucoup de gens, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, comment on se sente, c'est aussi important que ce que j'apporte au travail en tant que la personne qui fait un métier. Parce que les gens, aujourd'hui, veulent être perçus comme des personnes, comme des êtres humains. Un être humain, c'est pas seulement un métier, un job, c'est aussi la personnalité. Et je veux être moi-même au travail. Donc si je veux être respectée en tant que un personnage et une personnalité, et puisque je passe beaucoup de temps, 8 heures par jour ou 10 heures ou 11 heures par jour pour faire le travail, ça veut dire que je passe le plus de mon temps de mon jour au travail. Donc, je veux être moi-même. Et effectivement, il y a beaucoup de managers qui ont du mal, qui ne veulent pas parler des émotions. On parle de plus en plus de la santé mentale, de la charge mentale. Comme tu disais, aujourd'hui, dire que j'ai un psy, je suis une thérapie. Pour beaucoup de nous, c'est absolument au quotidien, etc. Mais il y a quand même quelques années, ce n'était pas du tout commun, ce n'était pas du tout... Et puis, il y a beaucoup de managers qui ne savent pas comment réagir. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les managers pour qu'ils sachent comment réagir et comment accompagner leurs talents dans leurs équipes. Si quelqu'un dit, on ne parlait pas tellement de burn-out il y a plusieurs années, cette notion n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, c'est normalisé, etc. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Et du coup, c'est aussi à nous, dire leaders un peu plus âgés, de comprendre, d'écouter, parce qu'on va avoir les enfants, ou on a déjà les enfants qui vont vivre exactement la même réalité. Et moi, je pense que les jeunes, les nouvelles générations, disons, en fait, par l'histoire, on voit qu'ils ont raison. Parce qu'ils voient le monde différent.
Et c'est eux qui vont créer le monde pour eux, pour leurs enfants, etc. Nous, on est là pour s'assurer à ce qu'ils savent à peu près ce qu'ils font, etc. Si jamais ils font des erreurs, des bêtises, pour peut-être recadrer. Mais c'est la vie, c'est la séquence de vie qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent et qui changent le monde. Où est-ce qu'on serait si on ne permettait pas aux jeunes de changer le monde? La question de formation, justement, des leaders pour justement les accompagner avec cette nouvelle population, ça doit venir des jeunes même, comme tout à l'heure on parlait de mentors, faire des binômes. Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres peut-être instances, d'autres moyens de faire? Qu'est-ce que toi, tu proposes au sein de ton groupe? En fait, on a changé beaucoup le modèle de leadership. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus justement de côté emotional intelligence, intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs années, on ne trouverait jamais cette notion d'intelligence émotionnelle dans un profil de leadership, dans un modèle de leadership. Et toujours, il y a des managers qui me regardent. Ah là là, j'ai 30 ans d'expérience de carrière, j'ai jamais fait de trucs sur l'intelligence émotionnelle. Là maintenant, tu vas pas me dire que je dois le faire pour être, pour avoir de succès dans mon travail. Il y a toujours pas mal de résistance. Mais on doit absolument le faire. Aussi, par exemple, on parle beaucoup de self-disruption. Donc, ça veut dire de se re-questionner, de questionner le status quo pour nous, pour les leaders qui ont déjà plus, disons, entre guillemets, de 40 ans, de se questionner, parce qu'on voit bien que ce qu'on a connu et ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça marche plus. Et donc, si ça marche plus, ou bien tu te mets en question, ou bien tu vas plus pouvoir suivre. Et quand même, on voit qu'il y a un changement aussi dans les grandes entreprises. Et les grandes entreprises ont de plus en plus de courage de se séparer, par exemple, de leaders qui ne représentent plus cette nouvelle culture de travail. Je pense que le mot, c'est la culture organisationnelle qui doit être bien différente d'une culture qu'on avait connue avant. Pour prendre la question dans l'autre sens, ce qui pose souvent sujet, enfin qui est problématique, notamment pour les ressources humaines, c'est la notion de projection. Projection dans un parcours, projection dans une carrière, projection au jour le jour. Et c'est intrinsèquement lié à cette notion de leadership, puisqu'on se projette en regardant les leaders autour de nous. De plus en plus, les leaders proches, en plus les managers directs, +1, N+2, etc., et qui donnent le ton en les regardant, est-ce que j'ai envie de progresser ? J'ai notamment un exemple très marquant de la Marine nationale. Il y a l'année dernière, je crois, je parlais à l'ancien DRH qui m'expliquait qu'il n'avait pas de sujet de recrutement. Pour l'instant, le corps des armées est toujours aussi attractif pour plein de raisons. Tout l'enjeu est dans la fidélisation de talents ou par un modèle par nature où on ne recrute pas plus âgé. Il faut passer par le début. Et en l'occurrence, ils ont donc, comme l'ensemble des entreprises, de plus en plus de départs chez les plus jeunes après 3, 5, 10 ans. Et en l'occurrence, quand ils interrogent ces jeunes sur les raisons de leur départ, la raison numéro 1, c'est si c'est pour devenir comme mon lieutenant, mon caporal, etc., c'est hors de question. Et il y a cette notion de projection dans les personnes qui nous entourent, qui donne le ton. Et donc, projection, il y a évidemment cette notion d'intelligence émotionnelle. Et il faut du coup panacher les modèles de leadership, les modèles de manager, parce qu'on est tous différents, on va tous avoir des sensibilités différentes. Et comment on arrive à créer cette notion-là alors que les chiffres nous le montrent? Je crois que c'est 74% de jeunes interrogés en début d'année qui projetaient de quitter leur emploi dans l'année. Pour le coup, c'était par manque d'apprentissage ou de projection.
Souvent, les chiffres, même des employés, des salariés heureux, entre guillemets, donc satisfaits de leur travail, je crois dans certains, aux États-Unis et en Angleterre, c'est 70% d'entre eux qui sont quand même en recherche passive d'emploi à côté. Parce qu'on est toujours dans cette... est-ce que je pourrais pas faire ailleurs? Est-ce que je pourrais pas apprendre ailleurs? Est-ce que je pourrais pas me projeter? Et s'il n'y a pas ce chemin qui est proposé par le leadership, que ce soit son manager direct ou la direction, c'est ça qui donne le ton pour moi et je le sens au quotidien. Et j'ai de très bons exemples dans ma vie, mais je pense qu'il faut beaucoup travailler là-dessus. Yasmine, je voudrais creuser un peu ce mot de projection. Dans ma jeunesse, quand je recrutais un jeune cadre, la question qu'il posait était son plan de carrière. Il se projetait dans un plan de carrière. Qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans? Quelles seront mes responsabilités dans 4 ans? Et qu'est-ce que je peux viser si je suis bien bon dans 10 ans? Et aujourd'hui, les exemples que vous m'avez donnés sont exactement inverses. C'est est-ce que je vais quitter l'entreprise dans 1 an? C'est un bon point et je pense que la temporalité s'est certainement réduite et la notion de carrière également, mais associée aussi à, on parlait de parcours de vie, donc on est conscient peut-être de pas de côté qu'on va devoir prendre et notamment aussi sorte d'obsolescence des compétences où on a presque intégré l'incertitude en fait le contexte est ce qu'il est et depuis 10 ans on n'aurait pas pu écrire l'histoire si on l'avait voulu, donc de réinvention qui du coup remet en péril certains métiers, certaines organisations, mais aussi de compétences et puis vu l'intelligence artificielle, enfin les nouvelles technologies, la transition environnementale et toutes les conséquences sociales associées et voir la transition démographique, le status quo et on est presque jeunes tous dans les compétences dont on a besoin pour traiter ces sujets. Et donc il y a presque une peur ou une prudence de se projeter parce que ça paraît absurde. Et donc c'est pour ça que je parle de récit, il faut recréer ce temps moyen terme dans l'envie de travailler, qui sera peut-être pas à 10 ans ou à 2 ans, mais de travailler. Souvent les questions qu'on a en RH aujourd'hui, c'est quels sont les avantages au quotidien? À quoi ressemblera mon travail tous les jours? Il faut réussir à décaler un petit peu, je pense, pour parler de moyen terme, de prochaines étapes, de créer... et souvent, ce qui manque, c'est le manque de visibilité sur ces opportunités. Parce qu'elles existent. Et quand je lis des chiffres du genre 74% envisagent de démissionner par manque d'apprentissage ou de projection, ça doit être une crise cardiaque pour les RH associés. Parce qu'il y en a des opportunités d'évolution et des apprentissages. Ce qu'il faut voir dans ce chiffre, c'est qu'ils ne le saisissent pas. Et donc, c'est tout l'enjeu du management de proximité, de créer de la visibilité et surtout au bon moment, avec la bonne personne, pour flécher ses parcours et recréer ce temps long qui est indispensable vu nos sujets. Créer de la projection, et c'est en demandant aux salariés peut-être d'être à la fois leur propre, d'être au cœur de leur entreprise en leur donnant peut-être des parts d'action. Est-ce que c'est pas un moyen de les projeter, puisqu'on est dans une société d'incertitude et du court-termiste, pour arriver à les canaliser? Tu disais tout à l'heure, tu réfléchissais sur les nouveaux contrats de travail, mais est-ce que ça fait pas partie des choses à mettre dans ces contrats-là? Votre entreprise vous appartient. C'est que, alors sans rentrer dans un modèle complètement utopique, j'entends, mais il n'y a pas moyen de poser quelques jalons justement pour que les gens puissent se projeter et s'investir un peu plus et écrire l'histoire de manière collective. Ça dépend qui. C'est ça l'enjeu. La porte d'entrée dans la question des contrats, c'est souvent le CDI est mort, fin du CDI, etc. Ce qui s'entend à l'égard de certains pays ou de certaines réglementations. Et quand on interroge les jeunes, déjà, le CDI reste un objectif parce qu'il y a ce besoin de sécurité évident, dans une précarité notamment financière très forte, mais à condition que, Et puis le droit du travail est ce qu'il est, il protège le salarié, donc c'est pas enfermant, un CDI, mais néanmoins il y a cette culture, c'est le mythe associé sur le sujet. Je pense que pour certains, ça sera déterminant d'être partie prenante, mais c'est plus une réflexion globale
de cohérence, en fait, de pourquoi les dirigeants sont payés 50 fois plus que moi. Enfin, j'exagère dans les chiffres, évidemment, mais pourquoi on me crée de la place pour être dans ce shadow board ou dans ce groupe de travail sur tel ou tel sujet où je progresse très vite, mais c'est une place qu'on me donne mais qui n'est pas reconnue. Je ne suis pas payée pour, je ne suis pas visible dans l'entreprise, etc. Il y a ce sorte de... On nous crée cette place, mais derrière, est-ce qu'on a la reconnaissance associée ? En tout cas, c'est ce que j'entends. Hein. J'ai plus jeune et donc il faut trouver des bons moyens et je pense que le partage de la valeur, et on peut l'incarner de plein de façons, notamment dans les actions, les parts que l'on donne. C'est un levier, mais pour certains, il fera peur, parce que ce sera enfermant. Et que de toute façon, il faut attendre 10 ans pour toucher le fruit de cette action. Bon, je suis réaliste, dans 10 ans, je ne serai plus là. Je caricature évidemment, mais je pense qu'il y a plein de leviers sur cette notion de partage de la valeur et surtout d'action commune, d'action collective. Et on parlait d'intergénérationnel tout à l'heure et surtout d'occasion de mettre ensemble des personnes qui ne travaillent pas ensemble. Et c'est pas parce qu'on les met dans les mêmes bureaux, c'est déjà pas mal. Mais moi, j'ai des anecdotes souvent, notamment dans les grands groupes, de jeunes qui me disent on sait même pas où sont les vieux. Et je prends des guillemets, vous les voyez pas, mais visuellement, et dans des groupes où il y a une bonne proportion de salariés seniors ou au moins de plus de 40 ans. Et en l'occurrence, ils disent on sait pas où ils sont, on ne les voit pas. Et donc c'est souvent parce qu'il y a une tour de la direction et il y a des étages des juniors. Enfin, souvent c'est dans l'espace que ça se concrétise. Et du coup, c'est plus comment... En fait, ils sont là, il n'y a pas de sujet. Mais comment on arrive même à désiloter la hiérarchie, à créer des occasions. Et ça peut être sur un chantier sur la transition environnementale, ou un chantier sur la rémunération, ou un chantier sur... On peut penser à tout. Pour mettre ensemble les gens qui se voient et qui interagissent pour définir les règles du jeu. Et en fait, il y a autant de profils, je pense, de salariés engagés qui vont rester longtemps dans toutes les générations que de profils qui ne sont pas intéressés par ce deal-là. Et donc, c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de profil, de persona. Et peut-être 15% resteront 10 ans par carrière. Et à l'inverse, d'autres feront 2 ans, freelance, etc., etc. C'est compliqué, mais il va falloir jouer avec les nouvelles règles du jeu. Alors, ça fait réagir tout le monde. Tant mieux. Salomé, je travaille pour le groupe Accor et je suis dans l'équipe de Sylvia, mais j'ai une question. Est-ce que c'est pas une question de sens ? J'aime pas du tout ce mot du sens personnellement, parce que c'est un mot fourre-tout. Derrière le sens, il y a la question d'équilibre. En anglais, il y a meaning and impact. Donc, dans le meaning, il y a le sens pour moi, le sens... dans cet équilibre, l'épanouissement, d'être aligné quelque part avec ce qu'on fait. Mais il y a aussi la notion d'utilité, donc l'impact. Et presque, on a un glissement des générations, notamment Y, qui sont beaucoup dans le meaning, donc dans le sens, équilibre, projection, épanouissement, et les Z beaucoup plus dans l'utilité. C'est à quoi je sers. Et donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Hein. Et donc, dans le sens... Et d'ailleurs, on nous pose souvent le sens avec le salaire. C'est souvent... dans les études, il y a plein de façons de poser les questions, mais c'est souvent contre quoi seriez-vous prêt à réduire votre salaire ? Et souvent, la question du sens est la première. Mais pourquoi opposer les deux ? C'est absurde. Alors, c'est plutôt qu'est-ce qui nous anime, qui fait qu'on a cette motivation à venir tous les jours, à rester engagé, peut-être pas rester 20 ans, 30 ans dans la même entreprise, parce que ça, c'est ce que faisaient nos parents à l'époque, mais se dire... À un moment, je reste un instant T, mais je donne le meilleur de moi-même. Je contribue collectivement, parce que effectivement, c'est important pour moi. Mais faire en sorte qu'on identifie, et je rejoins peut-être un peu, Sylvia a commencé à l'aborder, mais le leader aujourd'hui est avant tout un coach. Il accompagne, vous le disiez tout à l'heure, Christine, on a une posture de coach aujourd'hui en tant que leader dans une entreprise. On accompagne nos équipes, on n'est pas juste là, on les écoute, on les entend, on les accompagne. Donc je pense que cette posture, elle est clé aujourd'hui pour la survie et continuer entre générations à continuer de progresser ensemble. Parce que pour moi, c'est pas les jeunes. Moi aussi, j'ai 46 ans, donc les vieux, c'est se dire comment on continue de contribuer ensemble parce que on se nourrit de ce que vous nous donnez et vous nourrissez, on s'apporte, on apprend. Moi, je suis pas non plus une digitale, donc j'apprends beaucoup, j'apprends à travers mes enfants aussi qui sont ados. Comment on continue ? Parce que on va travailler encore 20 ans ensemble, nous, avec vous, et comment faire en sorte que vous puissiez vous nourrir de ce qu'on peut vous transmettre en parallèle. Et c'est là où on boucle la boucle avec l'introduction de Sylvia qui disait le leader, c'est celui qui donne la direction, la vision, le cap. Et le chef n'est pas mort, entre guillemets. Il y a toujours besoin de chef, et même les jeunes le disent.
C'est simplement dans quelle crédibilité de ce chef et quelle intelligence émotionnelle. Pour moi, on a tout dit dans la première phrase. Le leader qui donne le cap. Si je peux rebondir aussi, ce que je vois, c'est que il faut être un modèle, donner la vision, le cap, etc. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs de nos générations qui sont en souffrance et qui ont du mal. Des contre-modèles. Et du coup, je vois pas comment ils peuvent arriver à vous attirer, à vous motiver, etc. On voit beaucoup qui sont un peu fatigués, perdus, qui eux-mêmes n'arrivent pas à donner un cap à leur entreprise parce qu'ils ont moins de visibilité. Ça commence à faire quelques années qu'on entend ça dans les entreprises. Donc c'est vrai que c'est pas simple aussi en ce moment, cette transition-là, je trouve. Pierre, tu voulais intervenir? Moi, je suis impressionné par deux choses. La première, c'est quelque chose que vous avez dit, Yasmine, qui est que, au fond, il n'y a pas une spécificité vis-à-vis du travail des jeunes, mais qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise, à travers les générations, des gens qui intrinsèquement sont fidèles à l'entreprise parce qu'ils y trouvent l'environnement, le cadre, même avec des difficultés, mais à laquelle ils sont habitués et dans laquelle ils sont confortables, et d'autres, toujours à travers les différentes tranches d'âge, qui seront évanescents. Et ça, c'est une idée qui est un peu nouvelle et qui est différente de la perception qu'on peut avoir, où la perception était les vieilles générations sont fidèles et les jeunes ne le sont pas. À vous entendre, il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de comeback sur le paternalisme, parce que on a critiqué l'entreprise du 19e siècle, où on avait besoin de couper avec le patron qui avait réponse à tout, qui gérait tout. Et là, on a l'impression que ce qui revient, c'est exactement ce pourquoi on s'est battu. Je pense à Zola, je pense à tous ces mouvements sociaux. Et moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu en penses ? Pardon, je voudrais juste rajouter quelque chose exactement dans cette idée. Est-ce que un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, que les salariés rencontrent dans leur vie personnelle, difficultés de logement, difficultés de transport, ne ramènent pas à un concept du 19e siècle dans lequel l'entreprise crée des villages, loger les gens, utiliser les enfants, intégrer les enfants dans l'entreprise, et donc un paternalisme qui a été contre lequel on a lutté beaucoup. Et on revient vers ça. Mais est-ce qu'on ne revient pas, dans une certaine mesure, vers un désir de ce type ? Et je pense beaucoup aux entreprises régionales et locales. Pour répondre à cette question, le risque est certain, et je parle de risque avec beaucoup d'intention, parce qu'on désinvestit toutes les autres institutions ou sphères de société, et quand on regarde les chiffres, la défiance par rapport aux médias, par rapport à la politique, par rapport au tout le secteur public, par rapport notamment sur le digital, les chiffres montrent que c'est pas parce qu'on est sur TikTok ou Instagram qu'on sait solliciter les outils du service public pour prendre soin de soi ou pour aller faire valoir ses droits. Et l'usage de ces services-là, qui sont très digitalisés, c'est pas le sujet, sont rejetés. Et d'ailleurs, dans le jargon corporate, on parle souvent du paternalisme ou une sorte de maternalisme, je sais pas comment on pourrait le dire, mais pour intégrer soi-disant cette dimension émotionnelle et cette maternance dont on parle. Je suis prudente sur cette catégorisation, mais il y a quand même une nouvelle dimension où on parle, c'est peut-être une sorte de nouveau paternalisme. Néanmoins, je parle de risque, parce que est-ce que c'est à l'entreprise ? L'entreprise ne peut pas tout déjà, et on retombe dans ce piège des conditions de travail avant tout. Et du coup, quel est le catalogue, entre guillemets, que je propose à mes salariés dans toutes les sphères de la vie pour les accompagner pro-perso.
Et c'est une étape par laquelle on est en train de passer. Mais les conditions, c'est pas ça le travail, c'est pas que ça. Il y a besoin de travailler sur la tâche, sur ce collectif, sur ce moyen terme, sur le métier, et sur la mission. Donc on y revient. Donc moi, je suis prudente en fait dans ce piège-là. C'est important de les intégrer parce que c'est le nouveau deal qu'on essaye de tisser avec le travail. La figure d'autorité doit peut-être retrouver les bons côtés de ces modèles-là, mais avec beaucoup d'humilité dans l'approche, parce qu'on ne sait pas en fait, et on le dit, les dirigeants sont épuisés eux-mêmes, ils ne savent pas donner ce cap. Donc comment on arrive à se réhumaniser, à descendre de ce piédestal qui est peut-être propre au paternalisme, et donc redescendre pour être à hauteur d'homme, mais être crédible dans sa posture de chef. Et d'où l'importance du local, du territoire, et les PME ont leur carte à jouer complètement dans ce nouvel équilibre, où les équipes, les marques locales. Et c'est dans ces écosystèmes-là où il y aura peut-être plus des dynamiques d'écosystèmes que d'entreprises, où je serai accompagnée dans une trajectoire de logement, d'apprentissage, etc., au sein d'un écosystème, que ce soit par un groupe ou par plusieurs entreprises, qui, je pense, seront le futur de ce parcours-là. Mais on n'a pas trop de recul, donc c'est difficile de répondre justement à cette question. Mais pour moi, l'entreprise ne peut pas tout et ne doit pas tout faire. Oui, alors il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je voudrais réagir, mais en général, je voudrais dire que moi, je reste positive. Moi, je pense que dans la vie, dans le monde entier, il y a toujours des cycles. Et parfois, on va d'un extrême vers l'autre. Et dans les années 90 ou 2000, on était beaucoup dans la centralisation, globalisation, etc. Là, maintenant, on voit très bien que pas seulement dans le monde d'entreprise, mais pour le côté environnemental, climat, etc., on passe assez rapidement. De l'autre côté, ça veut dire local, au sens que même nous, dans les hôtels, etc., on n'achète plus les choses qui sont produites très loin pour soutenir les économies locales, pour ne pas transporter longuement les produits, etc., pour protéger l'environnement. Et aussi, ce qu'on voit au sein, par exemple, de Accor, je voudrais vous parler très vite, le fait que là, actuellement, je sois responsable de 2 marques, disons 3 marques dans le monde entier, c'est aussi parce que Accor a décidé de créer une petite entité au sein de Accor pour s'occuper que de 2-3 marques. Pourquoi ? Parce que justement, on veut avoir cette culture de proximité où on n'a à peu près 120 collaborateurs dans le monde qui s'occupent de ces 2 marques. On les connaît tous, on se connaît entre nous. Et on crée avec Maud Bailly, qui est notre CEO, qui d'ailleurs est aussi un leader très inspirant et qui attire beaucoup de jeunes, je dois dire. On crée quelque chose de plus intime, beaucoup plus dans la proximité au sein d'un grand groupe. Et je dois vous dire une chose, au bout d'1 an, il y a beaucoup de personnes qui travaillent toujours pour le grand groupe Accor qui s'occupe de toutes les marques, toutes les autres marques, qui veulent maintenant nous intégrer parce qu'ils voient qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial, parce qu'on est beaucoup plus proches l'un de l'autre. Donc je reste positive que il y aura des exemples où plus petits, plus proches marchent mieux que centrale, globale, où personne ne se connaît, où il n'y a que de procédures et pas d'aspect humain, etc. Je pense que ça vient petit à petit, mais ça vient. Parce que c'est la nature de l'homme. On est tous des animaux sociaux, on est humains et on a besoin de l'autre. Avant de vous demander de conclure, peut-être des questions autour de Clara. Peut-être tu as envie de réagir. Les jeunes qui sont avec nous, je regarde Nolwenn. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose avant de demander à Jasmine et à Sylvia de conclure ? C'était très intéressant. Enfin, je me suis assez reconnue dans pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je fais des études de communication et marketing. Et c'est vrai qu'il y a cette notion
on cherche la flexibilité dans notre travail, mais il y a aussi, on parlait de projection. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi les questions environnementales, les questions géopolitiques qu'on se pose. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter très loin, mais je pense pas que ce soit impossible une fois qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse vraiment. Moi, personnellement, ça ne me poserait pas de problème d'y rester. Mais après, je pense que nous, chez Youth Forever, on parle beaucoup de jeunesse plurielle parce que au final, on se ressemble vraiment. Personne se ressemble, en fait. On a tous des besoins, des envies différentes. Et du coup, c'est pour ça que je pourrais pas parler au nom de tout le monde, mais c'est compliqué de cibler tout le monde, mais je pense pas que ce soit impossible non plus. Si je peux réagir, moi, j'aime beaucoup la liberté dans tout. Je veux que les gens soient libres. Liberté, ça veut dire choix. Et ça veut dire que ça me dérange, on en a parlé, ça me dérange pas du tout si quelqu'un reste avec nous 2 ans, 3 ans, part dans une autre entreprise, après peut-être après 5 ans, avec de nouvelles compétences, nouvelle expérience, reviennent chez nous. Pourquoi pas? Si quelqu'un veut étudier 2 ans une chose, 3 ans autre chose, pourquoi pas? C'est une chance de pouvoir le faire. On parle beaucoup plus aujourd'hui de portfolio de carrière et pas de career path. C'est pas une hiérarchie, je dois avancer, être promu comme ça verticalement. Non, c'est un portfolio de carrière. J'ai fait 2 ans ça, 3 ans ça, 5 ans ça. Là, je sais mieux, je me connais mieux, je sais ce que je peux, je sais ce que je peux pas. Et donc, moi, j'adore cette nouvelle tendance d'être libre et de penser un peu out of the box et recruter surtout des personnalités, des personnages, des personnes et pas le métier. Parce que le métier, on sait apprendre le métier, on sait l'enseigner le métier. Ce qu'on ne sait pas enseigner, c'est l'attitude, c'est le personnage, c'est l'expérience humaine. Donc, moi, je reste très positive. Voilà, ça va très, très, très bien se passer. Jasmine, pour conclure? Une invitation, donc pareil, je suis une optimiste née, donc je vais rejoindre Sylvia. J'aime souvent dire que j'essaye d'adopter, donc j'aime bien la proposer. C'est une posture, 3 façons d'agir. D'une part, du courage. Presque évident vu les enjeux, et du courage d'assumer, du courage de dire non, du courage de dire stop, du courage d'être libre, qui est indispensable. Vu les enjeux, il va falloir être courageux. De l'humilité, j'en ai pas mal parlé, mais d'accepter, de dire quand on ne sait pas, pas de grandes promesses, pas de grands discours, de l'humilité dans le chemin à venir, et surtout de s'entourer des bonnes personnes, de savoir demander de l'aide ou de l'accompagnement, et ça va à tous les niveaux. Et puis le troisième qui est indispensable pour moi, c'est la joie. Et plus que du bonheur, plus que d'autres choses, c'est ce qu'on fait, a priori, on l'aime. Et si on donne autant de temps, notamment dans notre travail, dans la vie, c'est parce la plupart du temps, il nous rend joyeux. Et je pense que cette notion de joie, on l'a perdue dans le rapport au travail. Les leaders dont on parle, soyez joyeux, montrez votre joie à faire ce que vous faites. Et c'est pour moi la première étape à s'accorder. Et je suis optimiste que si je vois des gens joyeux, après, encore une fois, dans le contexte, donc je suis pas naïve par rapport au sujet, mais le courage, joie et humilité, une invitation à ceux qui nous écoutent et à ceux autour de la table à l'adopter. En tout cas, moi, je vous suivrai dans ce cas-là. Merci, mesdames, pour cet échange sincère, parce que c'est rare. Et je sens que les personnes ici ont vraiment apprécié ce que vous avez apporté et partagé avec nous. Pierre, peut-être pour finir, un dernier mot. Je crois que vous nous avez aidés, et un grand merci à toutes les deux, et merci à nos invités. Vous nous avez aidés à démystifier les générations Y et Z, et je dois dire, j'ai beaucoup appris. Merci.